Bonjour à toutes et à tous. Nous avons vu dans les deux chroniques précédentes consacrées à l'impasse sanitaire de la société de la croissance comment nous pouvions énoncer une véritable définition du concept de santé, d'une part, et d'autre part, pourquoi un véritable débat avec la médecine croissanciste se révélait impossible aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous en venons à la question finale, la question la plus importante pour tout dire, quelle sera demain la santé de l'homo industrialis? En réalité, c'est deux questions qui se posent. La première question est d'ordre anthropologique. Quel est l'avenir à moyen terme du système de santé tel qu'il est conçu aujourd'hui, dans le cadre de la société industrielle croissanciste, capitaliste croissanciste? Ou bien, poser encore plus simplement, comment se portera l'homme dans un futur proche? La seconde question, c'est une question d'ordre éthique et qui nous ramène encore une fois, comme un balancier, à notre point de départ. Qu'est-ce que la santé? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne santé? Alors, concernant la première question, les chiffres de l'EVBS, l'espérance de vie en bonne santé, rectifié EVSI, espérance de vie sans incapacité, ces chiffres indiquent 63 ans pour la France en 2017, au sein de l'Union européenne, ce qui abaisse de la bagatelle de 20 ans les chiffres de l'EV strict, de l'espérance de vie stricte, et nous ramène grosso modo aux chiffres de l'espérance de vie de 1950, c'est-à-dire d'il y a 70 ans. Reste cependant à savoir ensuite ce qui est considéré, ce qui est pris en compte dans la collecte des données amenant à ces résultats comme relevant de l'incapacité définie en tant qu'état d'un individu qui est limité dans ses activités quotidiennes. En pratique, cette limitation, elle est mesurée uniquement sur le plan physique et elle ne prend pas en compte la dépendance quotidienne aux médicaments qui, comme nous l'avons vu dans les chroniques précédentes, concerne un tiers de la population et qui, du coup, ramènerait l'espérance de vie en bonne santé au début de la civilisation industrielle et peut-être même bien avant, pour peu que nous prenions la peine d'affiner notre calcul. Eh bien, tout ceci, au final, ça signifierait déjà un constat d'échec cuisant, d'un point de vue purement statistique, un constat d'échec de la société de la croissance, pour améliorer la santé de ses ressortissants et qui, dans l'hypothèse hautement probable d'une continuation et même d'une intensification de cette politique de santé, préfigurerait d'un abaissement pérenne de ce résultat sans espoir d'inversion de tendance, ce qui ressemble déjà de très très près à la définition d'une impasse. Alors concernant la deuxième question, en reprenant la définition de l'OMS, dont nous avons déjà parlé, qui est être en bonne santé signifie qu'on n'est pas porteur d'une maladie, en étant tout simplement logique et objectif, en écartant tout déni, en refusant de tourner autour du pot, bref, en ayant la volonté d'être clair et d'appeler les choses par leur nom. En réalité, nous ne ferons que nous, du point de vue factuel, nous ne ferons que nous reporter à une étude de 2015 de l'Observatoire sociétal du médicament, menée par le LEM, toujours, le syndicat des entreprises pharmaceutiques, dont nous avons également toujours parlé, sur le rapport des Français aux médicaments, dans laquelle étude nous lisons que 2% seulement de la population ne prend jamais de médicaments, c'est-à-dire au sens littéral du terme, est en bonne santé. Mais ce simple chiffre se passe de commentaires. Si nous reportons ces 2% de personnes qui ne prennent pas de médicaments,
Si nous les reportons à la totalité de la population française actuelle, nous obtenons le chiffre dérisoire de 1 200 000 Français en bonne santé, au strict sens du terme, basé sur la définition de l'OMS, chiffre qui doit être comparé au chiffre de 35 millions de Français en l'année 1850 qui n'absorbaient aucun médicament chimique de synthèse et qui, de ce fait, pourraient être considérés comme étant en bonne santé. En poussant encore un petit peu plus le raisonnement, nous pourrions considérer qu'à cette époque lointaine, tout individu qui était en vie était en bonne santé, et que de ce point de vue, le système de santé de la société industrielle obtient des résultats 30 fois moins bons que le système antérieur. Et en remontant encore plus loin dans le temps, nous pourrions également nous demander comment pourrait être notée la santé des gens du Moyen-Âge, ou plus loin encore, les gens de l'Antiquité, voire l'homme de Néandertal. À ce propos, de récentes études ont montré que l'estimation à 35 ans, habituellement livrée, de l'espérance de vie au Moyen-Âge était largement discutable. Notamment, une étude basée sur des ossements datant d'entre 475 et 625 a révélé que certains d'entre eux auraient bien pu appartenir à des personnes dont l'âge dépassait largement ces 35 ans. De fait, la croyance largement répandue aujourd'hui, selon laquelle vivre jusqu'à 35 ans au Moyen-Âge aurait constitué une chance inouïe, cette croyance n'a rien à voir avec la réalité. C'est ainsi que nous pouvons très bien considérer que l'âge moyen de décès de tous ceux qui survivaient à la mortalité infantile, principal facteur statistique, ne l'oublions pas, de tous ceux qui mangeaient à leur faim et de tous ceux qui étaient correctement logés, deuxième facteur statistique, pouvait très bien se situer aux alentours de 70 ans et sans l'aide de la pharmacopée moderne. Ce qui nous rapproche singulièrement des chiffres actuels de la fameuse EVBS ou de la fameuse EVSI. Ceci étant posé, nous ne pouvons omettre dans cette étude de l'incidence de la croissance industrielle sur la santé humaine, et en liaison avec l'actualité du Covid-19, nous ne pouvons omettre de parler des phénomènes épidémiques dans la société moderne. Dans un texte, à ce propos, publié en janvier 2020, sur le site Médecine et sciences de l'INSERM, sous licence Creative Commons, et assorti d'une déclaration de l'auteur certifiant sur l'honneur n'avoir aucun lien d'intérêt concernant les données publiées dans cet article, l'auteur, le professeur Patrice Debré, de l'Académie nationale de médecine et du département d'immunologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, nous éclaire remarquablement sur plusieurs points en relation avec notre étude. En premier lieu, il confirme une information qu'un esprit profane mais suffisamment ouvert et éclairé pouvait pressentir. Cette information, c'est celle que l'apparition des épidémies date du néolithique. Se sont développées uniquement à partir du néolithique. Celles-ci ont accompagné l'avènement des sociétés sédentaires, ont accompagné l'apparition de l'agriculture et la domestication des animaux, puis la concentration de ces sociétés dans les villes. Ce passage à un nouvel espace socio-culturel de l'humanité est appelé première transition épidémiologique, c'est ce qu'écrit le professeur Patrice Debré. Alors, cette première affirmation d'un scientifique incontestable nous amène à deux conclusions importantes. Première conclusion, les Homo sapiens du pré-néolithique ne connaissaient pas les microbes, ce qui lie indubitablement la maladie à l'abandon du mode de vie chasseur-pêcheur-cueilleur, et ce qui renforce du même coup l'idée de l'âge d'or de cette période pré-néolithique.
Deuxième conclusion. Il existe une forte probabilité de proportionnalité entre l'augmentation de la croissance industrielle et celle de la multiplication du microbisme, donc dit autrement, d'une dégradation de la santé humaine directement liée au développement de la croissance. La deuxième information importante, très importante, que nous apporte cet article, c'est ce qu'il est convenu d'appeler la seconde transition épidémiologique, apparue à la fin du XIXe siècle avec les progrès de la médecine, avec les progrès de l'alimentation, la multiplication des vaccins, puis la découverte des antibiotiques, qui a fait certes reculer de manière spectaculaire la mortalité dans les pays industrialisés. Mais c'est malheureusement accompagné de l'émergence de nouvelles maladies infectieuses telles le sida, la légionellose, et de la réémergence de maladies que l'on croyait sous contrôle, et avec, nous y voici, l'apparition des épidémies à coronavirus, sans parler naturellement des maladies non infectieuses comme le cancer. C'est ainsi que nous sommes manifestement entrés au cours des 40 dernières années du XXe siècle et en ce début du XXIe siècle, dans une nouvelle transition que nous pouvons probablement dénommer troisième transition épidémiologique. Transition que favorisent de nouveaux facteurs épidémiques indubitablement liés à la mondialisation, à la densité des populations, notamment urbaines, à la pratique de l'élevage industriel, facilitant la recombinaison entre virus animaux et humains, et, pour tout dire, au mode de vie en général, c'est-à-dire pour faire court à une troisième transition épidémiologique directement liée à l'intensification de la croissance industrielle. Plus grave encore, cet article pointe l'effet secondaire de la systématisation des méthodes antiseptiques, entraînant de fait la sélection de microbes de plus en plus résistants. Ce phénomène alarmant, déjà constaté par les pionniers de l'antibiothérapie, dont Alexander Fleming en personne, ce phénomène conduit à l'utilisation de cocktails de plus en plus complexes à base de plusieurs antibiotiques pour venir à bout des microbes les plus tenaces, les plus récalcitrants, sans pouvoir toutefois empêcher la survenue de nouvelles résistances. L'un des exemples les plus dramatiques, toujours cité dans cet article, c'est celui de la tuberculose, dont les premières résistances ont été constatées aux États-Unis à partir de 1985 et à propos desquelles, en 2018, l'OMS évaluait à 10 millions le nombre de nouveaux cas, dont 484 000 présentant une résistance à la rifampicine, l'antibiotique de première intention, et parmi lesquels 78% étaient des cas de tuberculose multirésistante. Eh bien, cette réalité inquiétante, elle commence déjà à être perçue par le grand public, ainsi que nous l'avons déjà indiqué, en citant cette étude du LEM dans la chronique précédente, dans l'avant-chronique précédente, dans lesquelles on apprend que se manifestent de nouvelles peurs populaires relatives à la santé, comme le fait de la peur de contracter une maladie nouvelle contre laquelle on ne sait pas lutter, ou la peur d'être victime d'une infection contre laquelle les antibiotiques ne seraient plus efficaces. Et le professeur Patrice Debré conclut son article en affirmant la nécessité de développer ce qu'il nomme une culture du risque en matière de santé, que nous traduirons plus explicitement par culture de la peur du microbe. Notion qui sera plus largement étudiée dans le cadre de la prochaine conférence sur l'impasse culturelle. Toutes ces considérations, vous l'avez bien compris, nous amènent pour notre part à la conclusion évidente que l'indice de développement
la société industrielle croissanciste est inversement proportionnel à l'indice de bonne santé pris au sens de la capacité d'autorésistance des individus à la maladie, et qu'on pourrait représenter en termes mathématiques par l'équation delta de PIB égale 1 sur delta de santé. Variation de PIB égale inversement proportionnelle à l'évolution de la santé. Mais à cette équation qui ne rend compte que de l'effet proportionnellement néfaste de l'augmentation de l'indice de croissance de la société industrielle, PIB, sur la capacité d'autorésistance à la maladie de l'homme, eh bien, nous devons y associer une autre équation qui établit, elle, une relation dans les mêmes proportions inverses entre le développement de la politique de santé de la société industrielle, à savoir cette fameuse option curato-centrée dont nous avons déjà parlé, et toujours cette capacité d'autorésistance à la maladie, qui constitue objectivement le seul indice de bonne santé de l'espèce, indice d'ailleurs validé par la définition même de l'OMS, et pouvant être représenté en termes mathématiques par l'équation delta de politique de santé égale 1 sur évolution de la santé. Cette équation venant naturellement s'associer à la précédente pour former un système cumulatif, disons un système d'équations particulièrement inquiétant. Cette falsification voulue du rendu statistique des gestionnaires de la société croissanciste pour ce qui concerne la santé physique de l'individu, elle est naturellement de même nature que la falsification que nous avons déjà dénoncée, de celle du rendu comptable pour ce qui concerne l'économie par l'utilisation du seul PIB. De même que nous avons indiqué dans les chroniques précédentes que seule la présentation des résultats de l'économie en comptabilité de stock, au lieu de celle présentée en comptabilité de flux, était pertinente et signifiante, eh bien nous considérerons, dans le cas qui nous intéresse, que l'indice EV, espérance de vie, ou EVBS, espérance de vie en bonne santé, ou EVSI, espérance de vie sans incapacité, eh bien tous ces indices ne sauraient rendre compte de la bonne santé d'une population, au contraire d'un indice simple et clair que nous avons d'ailleurs déjà suggéré précédemment, qui serait celui de la proportion de la population n'ayant pas recours à la pharmacopée médicamenteuse chimique durant sa période de vie. Voilà un indice signifiant. Or, nous avons vu que cet indice pouvait être estimé actuellement à 2%, c'est pas nous qui le disons, mais ce sont les études officielles réalisées par les mêmes gestionnaires de santé, ce qui prouve indubitablement la chute vertigineuse de cet indice depuis l'avènement de la civilisation industrielle, puisque cet indice était par définition de 100% avant cette date. 100%. Avant 1850, 2% aujourd'hui. 100% de gens avant 1850 qui ne prenaient pas de médicaments, 2% aujourd'hui seulement qui ne prennent pas de médicaments, donc qui sont en bonne santé. Et par votre conséquence, cela dénote une dégradation générale de l'équilibre biologique de l'espèce, concomitamment et consubstantiellement, il faut bien le dire, au développement de la société de la croissance. C'est ainsi que nous nous rendons compte que la croissance économique entraîne l'humanité dans une spirale mortifère qui chaque jour rend l'individu un petit peu plus fragile et en même temps un petit peu plus dépendant, toujours plus dépendant de son addiction médicamenteuse. Cette double peine que la communication des gestionnaires de santé autorisés tente de masquer aux yeux du grand public, avec la production d'indices trompeurs, avec l'utilisation d'indices non signifiants,
Eh bien, cette double peine, elle sanctionne en réalité, elle sanctionne sans appel, une société qui a commis l'un des pires délits qu'on puisse imaginer envers ses propres sujets. Ce pire délit, ça a été celui d'amoindrir les capacités physiques des individus, au point de les transformer les forts en frêles et les robustes en fragiles. Ce pire délit, ça a été celui de diversifier les sources de microbes et les causes des maladies. Ce pire délit a été celui de n'avoir pas su apporter une réponse autre que médicamenteuse à toutes ces maladies nouvelles, avec une circonstance aggravante, celle d'être dans l'incapacité absolue de garantir une durabilité du dispositif industriel de fabrication de ces mêmes médicaments. Cette société aujourd'hui ne peut qu'être mise en accusation car l'accumulation de ces mauvais choix guidés par la mire absolue de la sacro-sainte croissance a manifestement engagé l'humanité sur une fausse route sanitaire. Une bonne route sanitaire, ça aurait été de faire coïncider la croissance économique avec une croissance de la robustesse de l'individu et une augmentation de son immunité aux microbes, virus et maladies en tout genre. C'eût été pourtant la moindre des choses que les gestionnaires croissancistes, dont l'incommensurable orgueil de toute puissance dans le domaine des avancées physiologiques, est exposé chaque jour dans le champ médiatique, ces experts oligocratiques soient parvenus au moins à rendre l'homme imperméable à la maladie, afin que la seule cause de sa fin de vie, la fin de vie de l'homme, soit tout simplement le seul phénomène naturel de vieillissement et à défaut, et nous le leur pardonnerions volontiers, d'avoir su le rendre immortel, ou même homme augmenté, voire transhumain, comme ils disent. Car cette toute petite chose qui se dénomme l'accession à l'immunité pour tous, l'accession à l'immunité naturelle pour tous. Nous disons cette toute petite chose parce que, comparé au catalogue interminable des promesses scientifiques les plus extravagantes, cette exigence apparaîtrait somme toute comme une simple peccadille. Cette toute petite chose, cette immunité à la maladie, pour être une vraie victoire, encore faudrait-il que, en tant que résultat, la politique sanitaire d'une société, elle soit acquise sans le recours à des artifices dépendant de la croissance elle-même, médicaments par exemple, et qui, du fait de leur contingence, pourraient bien ne plus être disponibles dans le cadre d'une société ne pouvant plus ou ne voulant plus être en croissance. Car la situation proche de laquelle nous sommes actuellement, d'une humanité totalement médicamentalisée, où l'homo industrialis serait mis sous traitement dès le premier jour de sa naissance, jusqu'au dernier jour de sa mort, de sa vie, ne présenterait pas qu'un caractère désagréable pour quelques esprits chagrins, passéistes par affectation ou rétifs par jeu au progrès technologique, mais présenterait surtout un danger mortel pour une société progressivement ou subitement privée de ses moyens de production industrielle. Qu'adviendrait-il dès lors? Et pourquoi pas dès aujourd'hui, si la capacité de production industrielle de l'industrie pharmaceutique, médicamenteuse, si cette capacité de production industrielle venait à décliner? Quelle serait l'incidence sur les chiffres statistiques de l'espérance de vie? Mieux vaut se contenter de poser les questions que de tenter d'y répondre. Cette bonne route sanitaire que nous venons d'évoquer n'est malheureusement qu'un rêve.
Nous ne pourrons même pas dire à nos enfants et à nos petits-enfants, vous voyez, la croissance qui s'achève aujourd'hui nous a au moins apporté une meilleure santé, une meilleure résistance à la maladie en toutes circonstances. Elle a permis de renforcer notre immunité naturelle, sans que nous soyons dépendants d'aucun agent externe. Nous ne pourrons malheureusement pas leur dire cela, puisque bien sûr, c'est tout le contraire qui s'est passé. Et cela sans que nous puissions voir lucidement la manière d'y changer quoi que ce soit dans les médias. Parce que nous sommes objectivement et définitivement engagés dans une véritable impasse sanitaire. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine où nous aborderons une nouvelle impasse, la 5e sur notre liste, après les impasses physiques, comptables, financières et sanitaires, ce sera l'impasse alimentaire. À bientôt.